C'était en décembre 1887, et la bise glaciale avait commencé à hurler à travers les plateaux du Haut-Doubs, résonnant comme une meute d'un millier de loups affamés. À l'extérieur, le mercure avait chuté à un glacial moins 40 degrés Celsius. Le bétail périssait là où il se tenait, se transformant en glace sur place. Les habitations en bois gémissaient sous la pression, donnant l'impression qu'elles allaient se fracasser à tout instant. Pourtant, en plein cœur de ce purgatoire enneigé, dissimulé dans un abri que les habitants avaient surnommé le tombeau d'une folle, une veuve de 16 ans reposait paisiblement sous près d'un mètre de terre et d'herbes sauvages. Elle s'appelait Emma Bernard, et ce qui suit est le récit de la façon dont l'humilité pure et le savoir ancestral ont triomphé de l'arrogance et de l'emprise de la mort elle-même. Cependant, pour saisir pleinement le miracle de cette nuit-là, nous devons remonter 6 mois en arrière, par un après-midi de juin, lorsqu'Emma a posé le pied pour la première fois dans la région avec tous ses biens terrestres entassés dans un simple sac en toile. Elle avait perdu son mari à peine 3 semaines après le jour de leurs noces. Léo, son époux charpentier d'origine alsacienne, avait trouvé la mort lors d'un tragique accident au fond des mines de charbon du nord de la France. Il ne lui restait plus aucun membre de sa famille. Ses poches étaient désespérément vides. Tout ce qu'elle possédait, c'était une lettre froissée garantissant des terres de gratuites dans ces contrées isolées pour quiconque serait assez courageux pour s'y installer. Voilà donc une jeune fille de 16 ans bien solitaire, affichant les mains délicates d'une personne qui n'avait jamais labouré un champ de sa vie. Alors qu'Emma descendait du train dans la bourgade de Montroussel, les hommes du coin la dévisagèrent, leurs expressions oscillant entre la pitié et l'amusement pur et simple. L'agent des terres, un homme corpulent répondant au nom de capitaine Robert, la prévint sans détour qu'une créature aussi fragile qu'elle ne survivrait pas un seul mois dans ces conditions. Il lui proposa même de lui rembourser son billet de train si elle acceptait de renoncer sur le champ. Néanmoins, Emma portait en elle quelque chose auquel le capitaine était complètement aveugle. Elle s'accrochait au souvenir de son grand-père Louis, un vieux mineur savoyard qui, alors qu'elle n'avait que 8 ans, lui avait appris comment les anciens montagnards enduraient les hivers impitoyables en creusant des habitations à même le flanc des collines, utilisant la terre elle-même comme bouclier contre le froid glacial. Emma choisit sa parcelle, loin du bourg principal, juste au bord du ruisseau des Saules, optant pour un emplacement doté d'une pente douce orientée plein sud. Dès que les colons des environs eurent vent de ses intentions, les commérages se propagèrent comme une traînée de poudre. Thomas Dubois, l'individu le plus aisé de la région, qui se targuait de posséder un troupeau de 300 têtes de bétail et une demeure à 2 étages équipée de véritables fenêtres en verre, gloussa si fort qu'il s'étouffa presque avec son eau de vie. Il clama haut et fort que s'enterrer dans la boue était une habitude de bête sauvage, et certainement pas de braves chrétiens. Selon lui, une véritable maison exigeait des murs en bois, un onéreux poêle en fonte acheminé depuis la capitale et un toit visible à des kilomètres à la ronde pour prouver son importance en ce bas monde. L'épouse du pasteur, Marguerite Martin, une femme frêle comme un roseau mais dotée d'une voix aussi tranchante qu'une lame, déclara que c'était une honte absolue pour une jeune femme sans supervision masculine de se lancer dans de telles absurdités. Elle qualifia toute cette entreprise de profondément contre nature. D'après elle, le bon Dieu avait conçu les femmes pour faire du pain et rapiécer les vêtements, pas pour creuser la terre comme des taupes aveugles. Marguerite proposa à la jeune fille de travailler comme domestique au presbytère, récurant les sols en échange du gîte, du couvert et d'un maigre salaire de 10 francs par mois. Emma hocha la tête avec une politesse reconnaissante, mais déclina fermement l'offre. Elle avait désespérément besoin de son propre abri avant que la saison des gels ne s'installe, et le rude hiver du Haut-Doubs était réputé pour n'attendre absolument personne. Son troisième détracteur fut Jean Richard, un vétéran de la guerre de 70, qui se considérait comme le pionnier le plus aguerri de tout le territoire. Ayant survécu à 5 saisons froides et brutales, il se vantait constamment de ses techniques de survie. En apprenant le projet d'Emma, il chevaucha jusqu'à sa propriété spécifiquement pour lui adresser une mise en garde. Il lui déclara sans ambages qu'il avait vu des hommes adultes et robustes mourir de froid, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas respecté la chute des températures. Une habitation souterraine, insista-t-il, ne ferait qu'absorber l'humidité et se transformerait rapidement en une tombe boueuse. Il jura que la seule façon légitime de rester en vie consistait à se procurer d'épaisses planches, à bâtir une cheminée imposante et à stocker 20 stères de bois de chauffage bien secs, bien avant l'arrivée du mois d'octobre. Richard se proposa de lui vendre des matériaux de construction à crédit, suggérant qu'elle pourrait rembourser sa dette en travaillant sur sa ferme une fois le printemps revenu. Emma assimila chaque phrase avec respect, soutenant son regard, avant de formuler une réponse que Richard n'oublierait jamais de toute sa vie. S'exprimant dans son français hésitant, teinté d'un net accent breton, elle répliqua «
Mon aïeul m'a enseigné que la terre ne nous trahit jamais. Le sol conserve la chaleur de l'été et la restitue au moment où le gel frappe. Je n'essaie d'impressionner qui que ce soit. Mon unique but est de rester en vie. Le vétéran secoua simplement la tête, incrédule, et s'éloigna au trot. Le soir même, au bistrot du village, le trio formé par Dubois, Martin et Richard alla jusqu'à parier que la petite Bernard n'atteindrait même pas le jour de Noël. Ils s'imaginaient que d'ici novembre, elle serait soit en train de mendier une place près de leurs âtres, soit couchée raide morte sous les congères. Mais Emma fit abstraction de leur jugement. Une tâche colossale l'attendait et chaque nouveau lever de soleil signifiait un jour de moins pour se préparer au grand gel. Si vous convenez que la sagesse de nos aïeux a plus de valeur que l'arrogance moderne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous nous consacrons à faire revivre ces récits oubliés que l'histoire s'est tant efforcée d'effacer. Dès son tout premier matin, Emma délimita ses frontières à l'aide de piquets en bois et de ficelles. Elle traça un espace rectangulaire mesurant environ 3 mètres et demi de large sur 5 mètres de profondeur, prévu pour être creusé directement dans ce flanc de colline orienté au sud. Ce positionnement était tout sauf fortuit. Son grand-père avait bien précisé que la lumière solaire hivernale, bien que faible, rayonne systématiquement depuis le sud. Avoir une façade conçue pour capter ces rayons, ne serait-ce que quelques heures par jour, pouvait littéralement signifier la différence entre périr et survivre. Elle entama le processus d'excavation en se servant d'une pelle empruntée, obtenue auprès du forgeron du village en échange du raccommodage de sa chemise déchirée. La terre du mois de juin restait assez malléable, adoucie par les récentes averses printanières. Elle pela inlassablement depuis l'aube naissante jusqu'à ce que les ombres du crépuscule l'empêchent de distinguer ses propres doigts. Chaque pelletée de terre ressemblait à une négociation brutale avec ses propres limites physiques. Ses mains délicates, autrefois habituées à des tâches n'allant pas au-delà des travaux d'aiguille et de la vaisselle, se couvrirent de vilaines ampoules dès le premier jour. L'après-midi suivant, ses cloques avaient éclaté. Arrivé au 3e jour, des callosités rugueuses commencèrent enfin à se former. Ses épaules lui faisaient de l'effet d'être en feu. Sa colonne vertébrale se transforma en une corde extrêmement tendue qui semblait prête à rompre. Une fois la nuit tombée, elle dormait à même le sol, juste à côté de sa tranchée boueuse, emmitouflée dans une couverture en laine et reposant sa tête sur son sac en toile. Ses repas se résumaient à un quignon de pain rassis fait descendre avec l'eau glacée du ruisseau. Comme il n'y avait pas la moindre âme aux alentours pour observer ses larmes, elle se refusait tout bonnement à pleurer. Il y avait un travail qu'il fallait accomplir. Au moment où le mois de juin s'acheva, elle avait creusé sur un peu plus d'1 mètre de profondeur directement dans le talus. Toute la terre qu'elle retirait était méticuleusement empilée le long des flancs de son chantier. Ce sol n'était pas qu'un simple déblai. Il était destiné à devenir sa future toiture. Au début de juillet, elle parvint à atteindre la marque du mètre 80 de profondeur. Au fond de cette fosse, même avec le soleil écrasant de l'été qui tapait au-dessus, la température ambiante paraissait inférieure d'environ 5 degrés Celsius. La terre environnante se comportait exactement comme une éponge géante, absorbant la chaleur diurne et la relâchant progressivement une fois la nuit venue. Ce mécanisme précis, que les ingénieurs d'aujourd'hui nomment inertie thermique, était parfaitement compris par nos ancêtres, bien avant que quiconque ne prenne la peine d'inventer un terme savant pour le désigner. Approchait maintenant la phase la plus cruciale de la construction, l'édification du toit. Emma marcha 3 kilomètres en amont de la rivière jusqu'à un petit bosquet de peupliers, repérant de jeunes arbres robustes mesurant environ 10 cm de diamètre sur 2,5 mètres de long. Maniant une hachette empruntée, elle abattit une vingtaine de solides poutres. Elle ne possédait ni cheval de trait ni chariot pour les transporter. Par conséquent, elle traîna chaque rondin individuellement, en roulant une corde autour d'eux et tirant de tout le poids de son corps, luttant en montée pour regagner son campement. Un seul aller-retour nécessitait 3 heures atroces, 20 trajets distincts, 60 heures au total à tirer sans relâche. Ses paumes se remirent à saigner de plus belle. Mais une fois qu'elle eut enfin terminé, elle disposait de 2 douzaines de perches parfaitement alignées qui n'attendaient plus qu'à être installées. Elle disposa les madriers horizontalement au-dessus de son espace creusé, en veillant à laisser une ouverture à l'entrée pour y placer une porte et une minuscule fissure vers le fond afin de permettre la circulation de l'air. Ces supports en bois reposaient directement sur la terre fermement tassée qui constituait les murs latéraux. Aucune quincaillerie n'était impliquée. Elle n'avait certainement pas les moyens d'acheter des clous. À la suite de cela, elle tressa des branches de saule flexibles à travers les poutres, les entrelaçant pour former une solide couche de treillis. Ce filet avait pour but d'empêcher la terre meuble de passer à travers les interstices du plafond. Et c'est là que l'ingéniosité véritable opéra. Directement au-dessus des branches de saule, Emma commença à empiler d'épaisses mottes de gazon,
des blocs d'herbe de prairies indigènes découpés en morceaux mesurant à peu près 8 cm d'épaisseur, 30 cm de large et 60 cm de long. Chaque morceau de tourbe pesait entre 7 et 9 kg. Le système racinaire dense de l'herbe sauvage liait la terre ensemble comme un tissu naturellement tissé. Elle agençait 3 couches distinctes de ces briques de terre végétale, alternant la direction des racines pour les verrouiller fermement, formant au bout du compte une toiture d'environ 25 cm d'épaisseur. Cette barrière aérienne n'était pas qu'un simple tas de poussière meuble. Elle demeurait un organisme vivant et respirant. Ses racines continueraient à germer et à s'emmêler de plus en plus étroitement, forgeant un joint d'étanchéité à toute épreuve. Une fois l'hiver arrivé et les bourrasques commencées, la neige accumulée servirait de couverture isolante supplémentaire. Une congère de 60 cm reposant au sommet de son abri fournirait une protection thermique équivalente à 30 cm supplémentaires de couverture massive. La physique sous-jacente s'avérait incroyablement basique et pourtant impitoyablement efficace. Pour le mur de façade extérieure, Emma s'empara des rondins de peupliers restants et les dressa côte à côte, érigeant une solide barricade en bois. Dans chaque interstice, fissure et espace de la largeur d'un doigt entre ces poteaux verticaux, elle enfonça avec force une pâte épaisse composée de boue et d'herbes sèches. Une fois cette argile asséchée, elle durcirait pour devenir une barrière hermétique. Elle fabriqua une porte rudimentaire à partir de restes de planches qu'elle avait récupérées près du ruisseau, abandonnées par quelques charrettes de paysans disloqués. Une lanière de cuir résistant fit office de charnière. Pour la poignée, elle utilisa tout simplement un morceau de bois courbé. À l'approche de la mi-août, son abri creusé, cette cabane souterraine, était entièrement achevée. Le coût global du projet s'élevait à 12 €. 8 € avaient servi à acquérir cette hachette d'occasion auprès du forgeron, un outil qu'elle pourrait conserver pour toujours. Les 4 restants avaient de payer une poignée de clous, utilisés exclusivement pour l'entrée et pour bâtir un modeste cadre de lit à partir de branches restantes. L'inventaire complet de ses possessions pouvait se résumer très brièvement: une unique couverture, un fin matelas de paille, un couteau, une cuillère, une fourchette, une marmite, 2 assiettes en fer blanc, 3 livres, et la vieille lampe à pétrole de sa défunte mère. Elle assembla un foyer rudimentaire en utilisant des pierres de rivière et de l'argile humide, façonnant une minuscule chambre de combustion nichée dans le coin arrière, complétée par un tuyau de poêle fabriqué à partir d'une boîte de conserve rouillée colmatée avec de la boue qui évacuait la fumée directement par un trou méticuleusement sculpté dans le plafond. Le tirage fonctionnait à la perfection. Les fumées toxiques s'échappaient directement vers l'extérieur. Et c'est alors qu'un phénomène véritablement remarquable se produisit. Étant donné que la petite cheminée était enlacée par la terre ferme sur 3 côtés, la chaleur produite ne s'évanouissait pas instantanément par le conduit. Au lieu de cela, elle imprégnait d'abord directement les murs de terre, qui agissaient exactement comme des batteries thermiques, emmagasinant la chaleur pour la rayonner lentement dans la pièce pendant des heures après l'extinction des braises. Juste au moment où Emma apportait les dernières touches à son sanctuaire dissimulé, les habitants des environs étaient occupés à ériger des monuments massifs à leur propre vanité. Thomas Dubois construisit une grange flambant neuve à 2 étages en utilisant du bois de première qualité acheminé depuis les forêts des Vosges. Il dépensa la somme astronomique de 120 € rien que pour les planches. Jean Richard agrandit sa propriété, y ajoutant une toute nouvelle pièce équipée de fenêtres vitrées. Cela lui coûta 80 €. La famille Martin embaucha carrément 3 ouvriers pour bâtir un abri à bois dédié, couronné d'un toit en bardeaux. Une dépense de 50 €. Chacun d'entre eux discutait de ses préparatifs hivernaux comme s'il participait à un grand concours, se disputant pour savoir qui possédait la plus grande pile de bois de chauffage, débattant sur celui qui détenait le plus imposant poêle en fonte, se vantant de savoir qui avait les murs les plus épais. Pas une seule personne ne prit la peine de prendre des nouvelles d'Emma. Tout le monde s'imaginait simplement qu'elle avait déjà plié bagages et fui, ou qu'elle tremblait dans une quelconque cabane d'emprunt, attendant tout bonnement sa fin inévitable. Et pour être honnête, dans un certain sens, il n'avait pas totalement tort. Emma avait bel et bien disparu de leur vue. Pourtant, elle ne s'était pas enfuie. Elle s'était simplement fondue harmonieusement dans le paysage lui-même. Le mois de septembre arriva, apportant avec lui les premières matinées givrées. Le feuillage des peupliers vira à un or éclatant et volta vers le sol comme des pièces de monnaie éparpillées. L'herbe sauvage se flétrit et se fana pour prendre la teinte terne du vieux miel. Des volées d'oiseaux migrateurs prirent la direction du sud dans des formations massives qui masquaient presque la lumière du soleil. Mère Nature mettait tout en veille, se préparant pour l'ultime et brutale épreuve. Emma passa la totalité du mois de septembre à colmater chaque interstice microscopique de sa paroi en bois avec des portions supplémentaires de boue et de paille.
Elle récolta des baies sauvages et les déshydrata avec soin. Elle creusa même une minuscule fosse faisant office de cave directement à l'intérieur de sa demeure souterraine où le climat oscillait juste un cheveu au-dessus de 0 degré. L'environnement idéal pour stocker des pommes de terre et des carottes qu'elle avait obtenues de l'épicier local après lui avoir cousu une épaisse courte pointe. Vers la fin septembre, un événement se produisit qui allait modifier toute la dynamique. Le vétéran soi-disant chevronné, Jean Richard, chevauchait par hasard près du lit du ruisseau lorsqu'il remarqua une volute de fumée s'élevant directement de la colline. C'était une traînée de fumée ténue, presque transparente, s'échappant de ce qui ressemblait à la terre ferme. Intrigué, il s'approcha et tomba nez à nez avec l'entrée d'Emma. Il frappa sur le bois, Emma ouvrit la porte, Richard se figea pile sur le seuil complètement abasourdi par ce qui l'accueillait. L'intérieur était incroyablement chaud. Ce n'était pas la chaleur étouffante et desséchante d'une fournaise en métal surchargée, mais plutôt un confort doux et enveloppant rappelant le soleil de la mi-mai. Le climat y était absolument parfait, oscillant aux alentours de 16 degrés Celsius, bien que l'extérieur menaçât déjà de geler. Il n'y avait pas le moindre courant d'air à signaler. L'air n'était pas humide le moins du monde. Son sol se composait de graviers de ruisseau, parfaitement nivelés et totalement secs. Les murs de terre semblaient incroyablement solides et tassés, imitant la texture d'un véritable pisé. Un éclairage naturel se déversait par l'entrebâillement de la porte et par un minuscule carreau de verre qu'Emma avait acheté avec ses 50 derniers centimes, soigneusement monté dans la façade en bois. Et pourtant, le détail le plus déconcertant de tous, il n'y avait virtuellement aucune fumée à l'intérieur. Ce petit foyer brûlait avec une efficacité si incroyable, utilisant si peu de combustible qu'il ne générait presque aucun gaz toxique. Le vétéran l'interrogea sur la quantité exacte de bois qu'elle brûlait actuellement. Emma fit simplement un geste en direction de sa petite réserve de combustible. Cela équivalait peut-être à un quart de stère, se composant principalement de restes de bois, de brindilles brisées et de bousses de vaches séchées. Richard lui-même avait déjà accumulé 20 sesters complets pour maintenir son foyer de 4 personnes en vie. Il calculait qu'il lui faudrait incinérer environ un quart de stère chaque semaine une fois le cœur de l'hiver installé. Emma étirait cette même quantité exacte sur une période complète de 30 jours. Il exigea de savoir comment un tel exploit était seulement possible, et la jeune femme, parlant doucement dans son français hésitant, le lui expliqua « Le sol retient la chaleur. Je n'essaie pas de combattre les températures glaciales. Je prends simplement du recul et je laisse la terre faire le plus dur. » Richard secoua de nouveau la tête, bien que cette fois-ci, il ne se moqua pas d'elle. Il était juste sincèrement déconcerté. Le concept paraissait bien trop élémentaire, et beaucoup trop anticonformiste. Ça ne pouvait tout bonnement pas être valable. Il fit ses adieux et repartit, choisissant de garder le secret absolu sur tout ce qu'il venait de voir. Car confesser ce qu'il avait vu signifierait se confronter à la possibilité que peut-être, juste peut-être, ses propres méthodes étaient profondément défaillantes. Le mois d'octobre inaugura les premières bourrasques de neige. De doux flocons qui tapissèrent le terrain comme un drap pâle pour fondre entièrement avant midi. Les colons locaux commencèrent à allumer leurs grands poêles de manière quotidienne. La vitesse à laquelle ils consumaient leur bois de chauffage augmenta rapidement. Thomas Dubois commença d'ailleurs à paniquer à l'idée que 2 douzaines de stères ne suffisent pas. Il finit par acheter 10 stères supplémentaires à un prix lourdement gonflé auprès d'un marchand ambulant qui se dirigeait vers le sud. Une fois la nuit tombée, les maisonnés se serraient étroitement autour de leurs radiateurs en métal, drapant de lourdes couvertures sur leurs épaules frissonnantes, contraintes de regarder leurs murs en bois transpirer une condensation qui finissait par se transformer en glace directement dans les coins de la pièce. Les plus jeunes développèrent de mauvaises toux. Des courants d'air mordants se faufilaient à travers le moindre défaut architectural. Les lattes du plancher devenaient si incroyablement glaciales que personne n'osait se déplacer sans d'épaisses chaussettes en laine. À l'intérieur du refuge d'Emma, rien de toute cette misère n'avait lieu. Durant les soirées, elle feuilletait l'un de ses 3 romans à la lueur de sa lampe à pétrole prélassée sur son lit de paille, complètement pieds nus et parfaitement à l'aise. Son climat intérieur se maintenait constamment entre 10 et 13 degrés Celsius, totalement insensible au chaos qui se préparait à l'extérieur. Lorsqu'elle allumait un feu, un tout petit, destiné uniquement à durer 1 heure au crépuscule pour préparer les repas et faire bouillir de l'eau, la température ambiante grimpait jusqu'à 18 degrés Celsius, et elle se stabilisait à ce niveau pendant un laps de temps substantiel. La masse thermique pure, fournie par les tonnes de terre tassée enveloppant son abri, absorbait cette énergie et la diffusait de nouveau dans l'espace à un rythme d'escargot tout au long de la nuit. L'installation fonctionnait exactement comme un four tournant à l'envers. Elle ne la cuisait pas, elle la gardait simplement bien au chaud. Novembre fit office de première épreuve dans le monde réel. Les températures plongèrent à un rude -23 degrés Celsius pendant 3 soirées consécutives.
De retour au village, les conduites d'eau gelèrent à Pierrefiandre. Les pichets de lait se changèrent en blocs de glace à même les comptoirs. Le bétail tremblait violemment à l'intérieur des stalles en bois. Jean Richard enfournait des bûches dans son feu à toute heure du jour, et pourtant ses expirations se matérialisaient toujours en nuages blancs et givrés à l'intérieur même de son salon. Son épouse contracta un cas sévère de pneumonie. Un médecin dut faire le trajet à cheval depuis la ville voisine, exigeant des honoraires de 5 € juste pour l'examiner. Richard dépensa encore 3 € en fournitures médicales. C'était une perte de 8 € en l'espace de 7 jours à peine. Et il restait encore 4 mois d'hiver atroces au calendrier. Thomas Dubois réalisa bien vite que sa nouvelle grange, aussi superbe qu'imposante, agissait en fait comme une soufflerie colossale. Des rafales glaciales s'infiltraient dans chaque joint du bardage, aspirant littéralement la chaleur de sa ferme attenante à travers le mur mitoyen. Il fut contraint d'embaucher 2 ouvriers uniquement pour calfater ses fentes en utilisant du goudron et de la paille. Une erreur à 20 €. Au moment où le rapiessage fut terminé, la grange était certes hermétique, cependant ses 4 précieux chevaux inhalaient désormais un air stagnant et humide, saturé de leurs propres émanations, ce qui conduisit rapidement à des infections respiratoires. L'un des animaux périt, cela équivalait à un coût financier dévastateur de 40 €. L'arrogance s'avère être incroyablement onéreuse lorsque la neige se met à tomber. Pendant tout ce temps, Emma continuait de résider dans son paisible monde souterrain. La surface avait beau se transformer en un bloc de glace massif, à l'intérieur de son antre, une tranquillité absolue régnait. Son climat intérieur était si incroyablement fiable qu'elle pouvait planifier ses corvées sans la moindre inquiétude concernant la météo imminente. Il n'y avait aucun sentiment d'urgence. La panique n'existait tout simplement pas. Elle n'incinérait rien de plus qu'une poignée de fumier séché chaque soir. Son régime alimentaire se composait de pommes de terre rôties et d'une miche de pain qu'elle cuisait chaque semaine dans son minuscule foyer en argile. Elle buvait directement au ruisseau lorsqu'il coulait librement et faisait simplement fondre des blocs de neige une fois qu'il était gelé. Le total de ses dépenses courantes pour le mois de novembre, très exactement 0 €. Dès le début du mois de décembre, la femme du pasteur, Marguerite Martin, lui rendit enfin visite. Elle ne vint pas par bonté d'âme, mais plutôt poussée par un sentiment de curiosité incroyablement morbide. Elle s'attendait pleinement à découvrir une jeune fille crasseuse et désespérée, survivant telle une bête sauvage coincée dans un trou boueux. La réalité dans laquelle elle pénétra la laissa totalement sans voix. Quand Emma déverrouilla la porte, une vague d'air chaud s'échappa comme un soupir réconfortant. Marguerite franchit le seuil, et pour la première fois depuis plusieurs semaines, son corps cessa enfin de trembler. Elle retira même son épais châle. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur, les murs de terre étaient immaculés, le sol en gravier venait d'être balayé. L'espace dégageait une odeur de terre vierge, rappelant celle d'un potager juste après une forte averse. Il n'y avait absolument aucune puanteur de suie, aucune humidité dans l'air et assurément aucune trace de misère. Adoptant un ton nettement plus doux que ses aboiements habituels, Marguerite demanda comment la fille avait accompli un tel tour de force. Emma offrit à son invité une tasse de thé, infusée tout simplement avec de l'eau bouillante et des feuilles de menthe poivrées séchées. Le duo prit place sur un couple de caisses en bois qui faisait double emploi en tant que mobilier. Ensuite, Emma, totalement dénuée d'arrogance et n'éprouvant absolument aucune envie de vengeance mesquine, lui expliqua tout en détail. Elle parla avec affection de son grand-père. Elle relata les légendes des montagnards d'antan. Elle détailla comment le sol nu sert en fait de couverture la plus massive qui soit. Elle donnait essentiellement un cours de physique sans même réaliser qu'elle abordait des notions scientifiques. Elle expliqua des principes complexes de thermodynamique sans jamais avoir entendu la terminologie réelle. Elle aborda la masse thermique et les gradients de température, faisant remarquer qu'un mètre de terre tassée équivaut à 30 cm de bois massif en termes de valeur isolante, mais avec l'avantage monumental supplémentaire que le sol stocke activement la chaleur, tandis que le bois se contente de bloquer les courants d'air. Marguerite resta assise, là, à écouter, pourtant les concepts lui passaient complètement au-dessus de la tête, ou peut-être refusait-elle tout simplement de les comprendre. Car saisir réellement ces vérités nécessiterait d'admettre qu'une orpheline de 16 ans, sans aucune éducation, avait découvert une méthode de survie que chaque pionnier prétendument aguerri du territoire avait complètement ignorée. Elle fit ses adieux avec un mot de remerciement raide et repartit d'un pas décidé dans le vent glacial. Plus tard ce soir-là, assis à leur table à manger, le pasteur demanda à sa femme si elle avait pris des nouvelles de la jeune Bernard. Marguerite confirma qu'elle l'avait fait, admettant que la fille elle était bel et bien en vie, et qu'elle se portait apparemment bien, mais insista sur le fait que c'était purement un coup de chance aveugle et rien de plus. Juste une pure coïncidence. Et que tôt ou tard, cette série de chances finirait forcément par s'épuiser. Cela devait absolument se terminer.
Car, si sa chance perdurait, cela prouverait par essence que la moindre supposition qu'ils entretenaient concernant la survie dans le Haut-Doubs était complètement à l'envers. Et ils ne pouvaient en aucun cas digérer cette réalité. L'arrogance refuse tout bonnement d'admettre un jour qu'elle a joué le rôle du bouffon. Mère Nature, cependant, n'éprouve absolument aucun respect pour l'ego humain. Et elle était sur le point de donner son ultime et impitoyable leçon. Le 20 décembre 1887, le baromètre en verre suspendu à l'intérieur du bureau de poste du village commença à chuter en flèche. Le vieux receveur des postes, un homme qui avait affronté 3 décennies de rudesse sur ces hauts plateaux, fixa l'instrument de la même manière qu'un condamné à mort observe son bourreau affûter sa lame. Il murmura dans sa barbe qu'une force maléfique était en approche. Quelque chose d'authentiquement catastrophique. Dès le 22, le ciel avait viré à une étrange et maladive nuance de gris-vert. Le bétail devenait visiblement agité. Les chevaux refusaient catégoriquement de mettre un sabot hors de leur stalle. Les chiens de ferme hurlaient à la mort sans la moindre raison. Au matin du 23 décembre, la tempête s'abattit finalement sur eux. Et quand je dis tempête, je ne parle pas d'une vulgaire chute de neige ordinaire. Je fais référence à un monstre météorologique que les livres d'histoire finiraient par baptiser le grand blizzard de 87. Les rafales frappèrent en premier, balayant depuis le nord-ouest à la vitesse stupéfiante de près de 100 km à l'heure. Ce vent ne se contentait pas de souffler. Il vous transperçait de part en part. Il arrachait littéralement les toitures des hangars de stockage. Il couchait au sol les clôtures les plus robustes. Il balayait la neige avant même qu'elle ne touche la terre, métamorphosant les flocons en un fouet implacable de glace massive. Dans le sillage immédiat de ces bourrasques arriva le gel extrême, moins 40 degrés Celsius. Ensuite, la véritable neige débarqua, non pas en tombant doucement du ciel, mais en étant projetée à l'horizontale telle de pâles projectiles tirés par un peloton d'exécution fantôme. En l'espace d'une seule heure, la visibilité chuta au niveau zéro absolu. Un homme adulte ne pouvait même pas distinguer sa propre main tendue juste devant son nez. Le grondement du blizzard devint si assourdissant que les familles se voyaient obligées de hurler simplement pour communiquer à l'intérieur de leur propre salon. Et cet air glacial. Le froid donnait l'impression d'être une entité vivante, une force intentionnelle traquant la moindre petite fissure, chaque brèche exposée, toute faille architecturale s'introduisant par effraction tel un cambrioleur pour siphonner à la fois la chaleur et la vie elle-même. Thomas Dubois et ses garçons piquèrent un sprint jusqu'à leur grange, fraîchement bâtie dans une tentative désespérée de mettre leur bétail à l'abri. Le temps de parcourir les 20 mètres depuis leur porte de derrière, ils avaient totalement perdu la sensibilité de leurs doigts. Les chevaux se trouvaient dans un état de terreur absolue. Les bovins beuglèrent bruyamment. Dubois et ses fils se démenèrent frénétiquement pour refermer les lourds battants, mais les vents de la force d'un ouragan continuaient d'arracher le bois de leurs poignes. Une fois qu'ils parvinrent finalement à verrouiller la structure, ils détalèrent envers le bâtiment principal. Son plus jeune garçon, qui n'avait que 12 ans, se mit à sangloter parce que ses pieds s'étaient complètement engourdis. Dubois l'installa lourdement juste à côté de leur poêle en fonte, qui vrombissait en dévorant les bûches, tel un dragon affamé, et pourtant la chaleur ambiante échouait totalement à atteindre les recoins de la pièce à vivre. Ces superbes murs en bois incroyablement onéreux manquaient tout bonnement de l'inertie thermique nécessaire. Ils se refroidissaient instantanément. Le fourneau en métal, conçu pour chauffer une pièce par convection, canalisait tout l'air chaud directement vers le plafond, où il perdait immédiatement sa chaleur contre les chevrons glacés avant de redescendre dans les angles sous forme de courants d'air frisquets. Dubois incinéra un quart de stère de bois entier lors de cette toute première nuit. Un quart de stère volatilisé en à peine 12 heures. En brûlant à ce rythme, sa réserve ne tiendrait même pas jusqu'au mois de janvier. Néanmoins, il ne pouvait pas se permettre d'arrêter de nourrir les flammes, car si ces braises s'éteignaient, sa famille entière périrait. C'était aussi simple et brutal que cela. Sa femme emmitoufla les enfants dans la moindre couverture qu'ils possédaient. Ils dormirent à même les lattes du plancher, blottis étroitement autour du ventre de fonte, inhalant de la suie, crachant leurs poumons, les yeux complètement injectés de sang, mais toujours en vie. Jean Richard ne s'en tira pas aussi bien, loin de là. Sa cheminée en briques, bâtie selon la méthode traditionnelle tout en hauteur et bien droite, se métamorphosa en un conduit d'aspiration massif pour le blizzard. Les rafales dévalèrent le conduit, étouffant son feu, inondant l'intérieur d'une fumée aveuglante, pour ensuite remonter en trombe, aspirant jusqu'à la dernière once de chaleur résiduelle. Richard tenta désespérément d'obstruer le conduit, mais cela ne fit que saturer la cabane d'émanations toxiques. Son épouse, qui était encore fragile à la suite de son épisode de pneumonie, se mit à suffoquer violemment. Richard se vit contraint de faire un choix impossible, suffoquer à cause des gaz ou mourir de froid. Il opta pour le froid glacial.
Il dégagea l'aération de la cheminée, les flammes reprirent en vie, mais le vent féroce continuait de voler toute la chaleur. Il engloutit un demi-stère de bois ce soir-là. À l'aube du 24, l'intégralité de sa réserve de combustible pour l'hiver avait été amputée de moitié. Et la tempête de neige ne montrait absolument aucun signe d'accalmie. La famille Martin, recluse dans son presbytère à côté de ce bel abri à bois tout neuf, fut confrontée à un désastre d'une toute autre nature. Leur poêle de chauffage fonctionnait sans le moindre accroc. Leur approvisionnement en bûches était plus que suffisant. Mais le véritable problème venait des fenêtres. Ces superbes vitres qui, selon le pasteur, laissaient entrer la lumière glorieuse du Seigneur, hémorragiaient dès maintenant la chaleur exactement comme s'il s'agissait de trous béants dans la maçonnerie. Les panneaux de verre, affichant une conductivité thermique incroyablement élevée, opéraient concrètement comme des plaques verticales de glace massive. Le givre se matérialisait directement sur la face intérieure des carreaux, s'accumulant pour former une couche gelée de plus d'1 centimètre d'épaisseur. Le ministre du culte cloua de lourdes courtes pointes sur les encadrements, mais la déperdition thermique catastrophique avait déjà eu lieu. La bâtisse perdait sa chaleur beaucoup plus vite que le fourneau ne pouvait humainement la remplacer. Au cours de l'après-midi du réveillon de Noël, leur température intérieure stagnait à un glacial 5 degrés Celsius. Arrivé minuit, elle avait chuté à un frigorifique -1 degré. Eux aussi se blottirent tout contre le radiateur de fonte, enfournant du bois dans l'âtre, adressant des prières au ciel et tremblant violemment. Pendant ce temps, tapie au fond de sa cabane souterraine, Emma Bernard dormait à point de fermer. Elle ne se tournait et retournait pas dans son lit, rongée par l'angoisse. Elle ne frissonnait pas de terreur. Elle se reposait avec la paix profonde de celle qui comprend l'immense différence entre combattre Mère Nature et réellement coopérer avec elle. Là-haut, à la surface, les rafales continuaient de hurler à près de 100 km à l'heure. Les chutes de neige s'accumulaient en d'imposantes congères de presque 2 mètres. L'air ambiant se maintenait à un mortel -40 degrés Celsius. Pourtant, absolument rien de ce chaos n'atteignait Emma. Son refuge était désormais entièrement enseveli sous la poudreuse blanche, totalement invisible, donnant l'impression qu'aucune habitation n'avait jamais été bâtie à cet endroit. Et ces mêmes bancs de neige, plutôt que de faire office d'adversaires mortels, s'étaient transformés en ses plus grands alliés. 30 cm massifs de neige tassée procurent à peu près la même résistance thermique que 3 cm d'isolation moderne en fibre de verre. Emma bénéficiait de 60 bons centimètres de poudreuse reposant directement au-dessus de son toit en mode de terre. Cela équivalait à gagner 5 cm supplémentaires de protection thermique haut de gamme de façon entièrement gratuite, gracieuseté de ce même blizzard qui tentait activement de tuer ses voisins. En contrebas, ces quartiers d'habitation conservaient un confortable 11 degrés Celsius. Emma n'avait pas allumé la moindre flamme dans son âtre depuis l'après-midi précédent. Elle n'en avait tout bonnement aucune raison. Les tonnes massives de terre étreignant ces cloisons, qui avaient lentement absorbé l'énergie tout au long de l'automne grâce à ces minuscules feux quotidiens, rayonnaient à présent cette chaleur emmagasinée vers l'extérieur. Le sol se comportait exactement comme un colossal radiateur thermique, précisément comme son aïeul savoyard l'avait promis. Le transfert d'énergie depuis le sol jusque dans l'habitacle de sa cachette était incroyablement graduel et pourtant profondément constant. Elle perdait approximativement 1 degré par heure à cause du froid, qui était immédiatement compensé par un afflux d'1,5 degré rayonnant depuis la Terre. Un bilan thermique net positif. Tandis que ses voisins colons menaient une guerre désespérée en utilisant le feu contre la glace, Emma ne faisait qu'exister en parfaite harmonie. Elle dormit d'un sommeil de plomb pendant 8 heures, elle se réveilla en se sentant complètement revigorée. Elle dîna d'un peu de pain cuit au four et d'une lanière de viande séchée. Elle étudia sa Bible à la douce lueur de sa lampe à pétrole. Elle écouta les bourrasques rugir au-dessus d'elle, résonnant de manière étouffée et incroyablement lointaine, un peu comme le souvenir qui s'estompe d'un horrible cauchemar. Et elle patienta, tout simplement, car elle comprenait parfaitement ce qui succède inévitablement à ces tempêtes catastrophiques. Une humilité forcée, indéniable. Le matin de Noël pointa dans un silence de mort, presque surnaturel. Les vents hurlants avaient enfin fini par s'apaiser. Les précipitations avaient mis un terme à leur assaut implacable. Les températures glaciales, cependant, persistaient, massives et atrocement mortelles. -41 degrés Celsius. Le précieux troupeau de Thomas Dubois fut entièrement décimé. Les 13 têtes de bétail qu'il avait laissées à l'extérieur, présumant que son immense grange était tout bonnement trop encombrée, avaient gelé sur pied dans l'enclos, se tenant parfaitement droites, telles des statues morbides faites de viande. Une perte financière dévastatrice de 300 €. Son imposante réserve de bois de chauffage s'amenuisait dangereusement. Il lui restait peut-être l'équivalent d'une semaine de combustible, avec 3 mois d'hiver atrocement longs qui se profilaient encore à l'horizon.
Son plus jeune garçon avait 2 orteils qui prenaient une coloration noire maladive, de graves engelures. Le gamin allait probablement devoir s'en faire amputer. Jean-Richard se trouvait indiscutablement dans une posture bien pire. Sa femme malade ne parvenait littéralement pas à rassembler la force de se lever de son matelas. Sa pneumonie était revenue en force, sévèrement aggravée par les courants d'air glaciaux et les rejets toxiques de la cheminée. Richard avait déjà consumé la moindre pièce de bois accessible qu'il possédait. Il détenait encore techniquement 10 terres stockées dans la cour, mais ils étaient actuellement ensevelis sous plus d'1,20 m de neige et de glace tassée. Tenter de creuser à la pelle à travers ce gâchis gelé, en manquant de repos adéquat et sans un repas chaud dans le ventre, équivalait à un pur suicide. Il reconnut qu'il ne lui restait plus que 2 choix radicaux, regarder silencieusement les siens périr de froid ou ravaler enfin son ego démesuré. Le pasteur Martin parvint exactement au même sinistre constat. Son abri à bois flambant neuf était intégralement enfoui sous une congère. Sa femme et ses enfants gelés sur place. Et pour la toute première fois d'une existence passée à prononcer des sermons condamnant le péché d'orgueil, il se voyait véritablement contraint d'en tirer la leçon par lui-même. Il dut avouer qu'il s'était comporté comme un parfait idiot, qu'une adolescente de 16 ans avait saisi une vérité fondamentale que lui, en dépit de toute son instruction formelle et de son expérience du monde, avait été beaucoup trop imbu de sa personne pour seulement prendre en considération. Ce fut le vétéran Richard qui craqua le premier. Il sortit en titubant de sa cabane frigorifique, emmailloté dans la moindre peau de bête qu'il possédait, pataugeant avec difficulté dans une poudreuse qui lui arrivait à la taille, se dirigeant droit vers l'endroit où il savait que se trouvait la parcelle des mâts. Il ne parvenait pas réellement à distinguer l'édifice. Il n'y avait absolument rien à voir, juste un versant de colline immaculé et d'une blancheur aveuglante. Il se remémora tout de même les coordonnées géographiques exactes. Il commença à brailler à plein poumon. « Emma Bernard, Emma, je vous en conjure, j'ai désespérément besoin de votre aide, ma pauvre épouse décline à vue d'œil. Mes enfants sont en train de geler à mort. Je me suis lourdement trompé sur votre compte. Vous aviez parfaitement raison. Pitié. » Loin sous le manteau neigeux, Emma perçut une série de bruits sourds. Elle gravit sa marche intérieure en terre, poussa contre sa porte en bois, qui était entièrement obstruée par une congère, la bouscula de toutes ses forces jusqu'à ce que son bras transperce carrément la croûte gelée. Elle se fraya un chemin vers l'extérieur à la force de ses ongles, et là, juste devant elle, se tenait Richard, le visage écarlate suite à ce brutal effort, des larmes gelées scintillant dans son épaisse barbe. Ce vétéran endurci baissa les yeux vers elle et bredouilla une chose qu'il n'avait jamais avouée à âme qui vive. Il lui lança « Je me suis comporté comme un idiot, je t'en prie, sauve-nous ». Et Emma, sans prononcer la moindre syllabe, acquiesça simplement de la tête. « Entrez vite ». Richard descendit dans la tanière et la vague de chaleur intense le frappa de plein fouet au visage comme un coup physique. Ses genoux se dérobèrent instantanément sous lui. Il faillit s'effondrer sur les gravillons. On avait complètement l'impression de franchir un portail menant vers un autre univers. Emma lui tendit un gobelet en fer blanc rempli d'eau bouillante. Elle lui ordonna de prendre place, de retrouver son souffle et de s'efforcer de se détendre. À la suite de quoi, elle l'enjoignit de ressortir pour aller chercher les siens, de les ramener tous jusqu'au dernier ici en bas. Elle insista sur le fait qu'il y avait largement assez de place. Richard remonta à la hâte à la surface, sprinta par-dessus les congères jusqu'à son chalet et réapparut 30 minutes plus tard en charriant son épouse emmitouflée dans des édredons comme un nourrisson, flanqué de ses 3 jeunes bambins qui s'agrippaient désespérément à son lourd manteau. Le clan au grand complet descendit dans le sanctuaire souterrain. Et pour la toute première fois depuis plus de 72 heures, leurs corps mirent fin à leur violent tremblement. À peine 1 heure plus tard, Thomas Dubois pointa le bout de son nez. Il avait aperçu le voisin en pleine expédition. Il s'était contenté de remonter les traces de bottes de Richard à travers la neige épaisse. Il déboula, entraînant derrière lui sa femme, ses 4 gamins et son ego complètement brisé. Il ne prit même pas la peine de demander une invitation. Il garda un silence absolu. Il se borna à croiser le regard d'Emma, des yeux qui venaient tout juste de dévisager la faucheuse bien en face, et elle se décala simplement pour libérer davantage d'espace au sol. Ce minuscule trou de terre, initialement conçu pour une seule occupante, faisait désormais office de bunker pour 14 âmes. L'endroit était incroyablement exigu. Les couchages s'avéraient extrêmement inconfortables. Cependant, l'air demeurait d'une douceur exquise. L'endroit respirait une sécurité incroyable. Il était empli de personnes bien vivantes, respirant à plein poumon. Le pasteur Martin fut le dernier à se joindre à eux, débarquant pile vers le crépuscule aux côtés de sa femme et de ses 2 enfants. Ce même homme qui avait bruyamment prêché contre la folie pure et simple de s'enterrer dans la crasse, à l'instar de bêtes sauvages, se laissait désormais tomber à genoux à l'intérieur de ce trou précis, embrassant littéralement le sol en terre battue, louant le Tout-Puissant pour avoir épargné leur vie.
Emma répartit ses maigres rations, elle fit circuler son eau de fonte des neiges, elle partagea généreusement son minuscule refuge. Il n'y avait pas la moindre once d'amertume au fond de son regard. On n'y trouvait aucune trace de triomphalisme. Elle y irradiait tout bonnement la dignité paisible d'une personne qui sait pertinemment que la vérité absolue n'a jamais besoin de hausser le ton. L'assemblée passa 3 jours entiers, confinée à l'intérieur de ce bunker d'argile. 72 heures de promiscuité, épaule contre épaule, 3 journées de discussion à voix basse, 3 jours à voir des gamins s'amuser calmement sur le sol terreux, tandis que le monde d'en haut demeurait prisonnier d'un cauchemar de glace. Et tout au long de cette période de réclusion, un changement profond s'opéra. Dubois se renseigna discrètement sur les mécanismes spécifiques liés à la fabrication de son toit en gazon. Richard sollicita des explications détaillées sur le fonctionnement de son minuscule foyer. Le religieux se demanda carrément à voix haute si cette méthode architecturale se trouvait mentionnée quelque part dans les Saintes Écritures, incitant Emma à sourire et à citer doucement l'Ecclésiaste « Il y a une saison pour tout et un temps pour bâtir ». Marguerite Martin, la femme même qui avait qualifié ses efforts de péché contre nature, attira la jeune fille dans une étreinte serrée, éclata en sanglots et implora son pardon le plus total. Autour du 28 décembre, le thermomètre extérieur remonta finalement à un niveau supportable de moins 28 degrés Celsius. C'était juste assez clément pour que les familles rassemblées puissent retourner vers leurs propres domiciles en toute sécurité. Ils s'extirpèrent de la cavité, plissant les yeux face à la lumière aveuglante du soleil qui rebondissait sur le manteau neigeux et se rendirent compte que tout leur univers avait été durablement bouleversé. Près de la moitié du bétail sur l'ensemble de la région avait été anéanti. Des dizaines de foyers de fermiers avaient perdu l'intégralité de ce qu'ils possédaient. 3 hommes de la région avaient complètement gelé sur place rien qu'en essayant de traverser la cour pour rejoindre leurs étables. Pourtant, ces familles bien précises, ces 14 individus qui n'avaient cessé de se moquer d'une orpheline de 16 ans, continuaient de respirer. Et ils en prenaient la pleine mesure. Ils savaient pertinemment qui avait orchestré leur salut et la raison précise pour laquelle ils se tenaient encore là, debout, dans la neige. Le soleil hivernal s'éleva dans le ciel, arborant une teinte un peu blafarde, mais indéniablement présent. Les immenses congères entamèrent une fonte d'une lenteur désespérante. Les carcasses gelées des bovins finiraient par être exhumées au cours des semaines suivantes, faisant office de monuments lugubres et silencieux, rappelant le coût incroyablement élevé de l'arrogance humaine. Néanmoins, en bas sur la parcelle bordant le ruisseau des Saules, pile sur ce lopin de terre spécifique que tout le monde avait qualifié de totalement dénué de valeur, un tout nouveau chapitre vit le jour. Dès que le dégel printanier de 1888 pointa son nez, Jean Richard s'empara d'une pelle et entreprit de creuser son propre refuge de fortune juste derrière son chalet en rondin. Il ne le construisit pas en remplacement de son domicile, mais plutôt comme abri d'urgence contre les tempêtes, comme cave à légumes fonctionnelle et comme monument dédié au bon sens élémentaire qu'il aurait dû avoir depuis le début. Thomas Dubois, le propriétaire foncier le plus aisé du canton, embaucha un duo d'ouvriers, non pas pour ériger une énième grange massive, mais pour tailler un profond sous-sol directement en dessous de sa demeure existante, l'équipant d'épais murs de soutènement en pierre et d'un lourd plafond végétalisé, imitant à la perfection les plans qu'Emma lui avait dessinés. Le pasteur Martin prononça un sermon le dimanche de Pâques que la congrégation locale se transmettrait pendant des décennies. Il prêcha sur la façon dont le Tout-Puissant expédie bien souvent des enseignants d'une grande profondeur sous les apparences les plus étonnamment modestes. Il souligna que la sagesse authentique ne découle pas d'épais manuels scolaires ni d'un âge avancé, mais bien plutôt d'un esprit de modestie et d'une attention méticuleuse portée à la nature. Il détailla comment une adolescente migrante, ignorante et sans le sou, totalement dénuée de réseau de soutien, avait réussi à éduquer une communauté entière de colons sur la différence fondamentale entre la simple survie et le véritable épanouissement. Il présenta des excuses profondément publiques et sincères à Emma Bernard, poussant l'église bondée dans son ensemble à se lever d'un bond et à déclencher une ovation tonitruante. En réalité, Emma n'était pas assise sur les bancs pour assister à cet hommage. Elle était de retour dans son bunker de glaise, dormant tout à fait paisiblement, après avoir passé toute la nuit précédente éveillée pour aider l'une des génisses de Richard lors d'un vélage difficile. Faisons un bond dans le temps jusqu'en 1890, où l'agent domanial de l'État, le capitaine Robert, ce même fonctionnaire qui avait assuré qu'elle ne tiendrait pas l'espace d'une seule trentaine de jours, lui remit personnellement le titre de propriété officielle de 4 hectares supplémentaires de terrain. Il s'agissait de terres confisquées aux premiers arrivants qui, tout simplement, n'avaient pas survécu aux rudes hivers. Il la regarda droit dans les yeux et déclara « Mademoiselle Bernard, vous avez démontré un principe que je croyais franchement tout bonnement impossible.
Vous avez prouvé que cette région sauvage n'est pas une bête censée être violemment conquise. C'est une entité qui vous étreindra avec tendresse, à condition que vous ayez l'intelligence de l'enlacer la première. Ce lopin de terre vous revient de plein droit, libéré de toute charge, accompagné de mon respect le plus profond et le plus sincère. Arrivée en 1892, Emma croisa le chemin d'un certain Gabriel Thomas, un menuisier flamand qui lui rendait 15 bonnes années, un confrère veuf aux mains délicates et doté d'une voix incroyablement apaisante. Les deux amants s'unirent par les liens du mariage ce même printemps. Travaillant côte à côte, ils dressèrent une modeste cabane en rondin juchée à très exactement 100 mètres de son abri souterrain originel. Cependant, ils se refusèrent catégoriquement à reboucher ce fameux trou. Ils sauvegardèrent l'ouvrage, l'exploitant comme cellier à légumes bien pratique, le maintenant intact en guise de monument physique marquant le lieu précis où la vérité pure avait d'abord pris racine. Tout au fond de ce bunker d'argile, ils entreposaient que leur récolte de patates, de carottes fraîches et de vigoureux navets. L'atmosphère intérieure continuait de rester totalement stable, se maintenant aux alentours d'une dizaine de degrés Celsius tout au long de l'année civile, ne nécessitant absolument aucun système de chauffage artificiel ni glaciaire. Cela demeurait un triomphe de la physique de base, d'une élégance si poussée que cela tenait presque de la sorcellerie pure. Emma et Gabriel élevèrent par la suite 4 bambins en pleine santé. Chacun de ces nouveau-nés passa ses tout premiers hivers vulnérables cachés à l'intérieur de cette tanière, restant bien au chaud, intégralement protégés et complètement bercés par la terre battue. Et une fois que ces mêmes enfants atteignirent l'âge adulte et établirent leur propre ferme, ils firent tous, sans exception, une priorité du creusement d'un repère souterrain. Et ce, bien avant de prendre la peine de monter le moindre mur en charpente. La pure sagesse liée à la survie s'était naturellement muée en tradition familiale. Les anciennes moqueries de la communauté s'étaient métamorphosées en une révérence indéfectible. À l'approche de la fin des années 1890, les édifices en tourbe n'étaient de plus considérés comme archaïques ou primitifs à travers tout le massif du Jura. Les gens du cru les avaient rebaptisés sanctuaires thermiques, logements à forte masse d'inertie, architecture pionnière vernaculaire. Des ingénieurs très instruits en provenance de la capitale commencèrent à analyser ces structures avec rigueur, relevant méticuleusement leurs climats intérieurs et calculant leurs valeurs de résistance thermique précises, démontrant en fin de compte que les concepts mêmes que les anciens maîtrisaient uniquement par pur instinct se voyaient désormais lourdement confirmés par des données scientifiques tangibles. Près d'1 mètre de sol fortement compacté offrait un indice de résistance avoisinant la valeur de 21. Un pan de mur standard en bois de 15 cm d'épaisseur ne proposait qu'un piètre score dépassant à peine les 8. Toutefois, le facteur qui se révéla bien plus crucial que les mesures d'isolation classiques fut le principe de capacité thermique. La Terre emmagasinait activement l'énergie calorifique, ce que le bois d'œuvre était absolument incapable de faire. Et dans un environnement brutal où le mercure pouvait subir une terrifiante fluctuation de 33 degrés entre midi et minuit, cette faculté de stockage si spécifique définissait littéralement l'infime frontière qui sépare la vie du trépas. Emma réussit à vivre jusqu'à l'âge très vénérable de 103 ans. Elle s'éteignit en paix en 1974, reposant sur son propre matelas, entièrement entourée de plusieurs générations d'arrière-petits-enfants, avec son abri d'origine toujours obstinément accroché au flanc de la colline, hautement fonctionnel. Et maintenant toujours cette parfaite atmosphère d'une 12aine de degrés. Peu avant qu'elle ne rende son dernier soupir, un historien régional passa par la ferme dans le but d'enregistrer sa voix sur une bande magnétique. Il demanda ouvertement à la vieille dame de lui révéler son ultime secret. Il voulait comprendre comment elle avait pu avoir l'incroyable certitude que son bunker de terre fonctionnerait quand n'importe quel expert chevronné de la contrée lui avait prédit l'échec. Et celle-ci, faisant usage de sa voix vieille de 79 ans, rendue éraillée par le passage des décennies mais demeurant limpide dans son propos, fit la déclaration suivante. « Mon aïeul m'avait toujours prévenu que Mère Nature est tout simplement dépourvue d'ego. Le monde naturel s'appuie uniquement sur des lois inébranlables. Si l'on choisit de s'aligner sur ces principes rigoureux, ils œuvreront volontiers en votre faveur. Si l'on essaie stupidement de les combattre par pure vanité, ils vous massacreront sans la moindre once de miséricorde. Je n'ai jamais été intrinsèquement plus futé qu'aucun de ces hommes. Je faisais seulement preuve de beaucoup plus d'humilité. » Cette fameuse cassette audio reste conservée dans les profondeurs des archives départementales du Doubs jusqu'à ce jour. Et si vous vous asseyez un jour pour écouter cet enregistrement, vous pourrez distinctement capter le bruit des vents du plateau hurlant doucement en toile de fond.
Ces mêmes rafales qui décimèrent des centaines de paysans tout en échouant lamentablement à égratigner une adolescente qui avait assimilé une vérité fondamentale. La terre située sous nos bottes n'est en rien notre ennemi. Elle ne l'a jamais été. Elle représente notre mère par excellence, notre couverture la plus épaisse et notre véritable foyer. Et pour peu que nous traitions ce sol avec les égards qu'il mérite, si nous prêtons réellement attention à ces subtiles leçons, et si nous sommes prêts à abandonner notre ego démesuré sur le palier pour pénétrer avec une humilité sincère, alors cette glèbe nous protégera férocement contre les températures glaciales les plus atroces que l'univers pourrait bien nous jeter à la figure. Les récits historiques de la trempe, de la légende d'Emma Bernard servent à nous rappeler que le maintien de l'humilité couplé à un sens aigu de l'observation a nettement plus de valeur que l'or pur. Il démontre que les titres ronflants et les liasses de billets ne deviennent rien de plus que du papier trempé, à l'instant où les bises nordiques se mettent à hurler. Il révèle que nos grands-parents, lorsqu'ils racontent des histoires qui s'apparentent souvent à des contes de fées pour bambins, récitent en fait des manuels de survie hautement techniques façonnés par des siècles d'expériences empiriques et cruelles. Il prouve que la sagesse ancestrale de jadis n'est pas qu'une simple forme de nostalgie romantique. Il s'agit d'une réalité scientifique incontestable, rigoureusement validée par les pairs au sein du laboratoire le plus impitoyable que l'humanité ait jamais connu. La dure réalité, si ce conte incroyable, empreint de justice poétique, a réussi à faire vibrer une corde sensible en vous, et si vous avez eu l'impression, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, qu'un mode de vie alternatif existe réellement, un chemin qui reste profondément ancré dans le monde naturel plutôt qu'enchaîné à l'arrogance humaine, alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a un besoin viscéral de comprendre que faire preuve d'humilité n'est pas synonyme de faiblesse. Cela équivaut à se montrer profondément sage. Cela signifie devenir absolument invincible. Cela implique de canaliser l'Emma qui sommeille en vous, cette jeune orpheline de 16 ans qui parvint à terrasser l'hiver polaire, à briser l'orgueil local et à duper la grande faucheuse en personne, armée de rien d'autre qu'une pelle rouillée, d'un souvenir d'enfance et d'une pure volonté d'écouter enfin ce que la terre tentait de nous inculquer depuis la nuit des temps.